Pour retracer 749 années de guerre entre la France et l'Angleterre, c'est l'historien français Daniel de Montplaisir qui a tiré le premier en publiant « Quand le lys terrassait la rose ». Daniel de Montplaisir, bonjour. Bonjour. Merci de venir présenter ces 700 ans de victoire française sur l'Angleterre. On va en reparler. Rappelez en effet que sur 749 années de guerre, le lys français l'a très majoritairement emporté sur la rose de l'Angleterre. Est-ce quand même pas pour vous un moyen de poursuivre votre réhabilitation d'historien de la monarchie française et, si possible, des Bourbons ? Un petit peu, évidemment, puisque sur ces 749 ans exactement de guerre et de bataille que vous avez rappelés, la plupart ont été remportés sous les couleurs du lys, et non pas sous les couleurs du tricolore. Mais on peut généraliser ce phénomène. En gros, la France royale remporte la plupart de ses batailles. La France républicaine, puis bonapartiste, puis du Second Empire, puis de nouveau républicaine, subit énormément de défaites. Alors, certes, c'est un petit peu caricatural, mais l'essentiel des victoires françaises, elles ont été obtenues sous la couleur du drapeau des rois. Et vive le roi. Alors, pour comprendre ces 749 années de guerre, on va quand même aller lentement, mais sûrement. Est-ce qu'il est tout d'abord nécessaire de réfléchir pourquoi nous en sommes arrivés là, à ces 749 années de guerre? Parce que la Grande-Bretagne a été fondée en 1066 par les Français, tout commençait bien. Et puis, pour reprendre la célèbre formule de Clémenceau, que vous rappelez dans votre ouvrage, l'Angleterre est une colonie qui a mal tourné. Mais tout commençait bien. Oui, ça c'est de l'humour de Clémenceau. Il disait ça lors de la discussion du traité de Versailles en 1919, où déjà la France et l'Angleterre, de nouveau, achopaient sur leur conception de la paix à faire avec l'Allemagne. Oui, tout commençait bien, puisque cette conquête par les Normands fait que l'Angleterre devient quasiment française. Le duc Guillaume, il parle français, il amène avec lui toute une aristocratie et même bourgeoisie normande, mais de tout l'ouest de la France également. Il y a eu ce que Renaud Camus appelle aujourd'hui le grand remplacement. Il y a eu à ce moment-là un grand remplacement. Les élites anglaises deviennent des élites françaises. Et ça dure pendant très longtemps, puisque à Guillaume de Normandie succède Henri Plantagenet. Ce sont toujours des familles françaises de l'ouest de la France, des cousins qui se succèdent. Simplement, à cette époque-là, pendant tout le Moyen-Âge, la notion de nation n'existe pas. Et en réalité, vous avez des rivalités dynastiques. Et le roi d'Angleterre, voilà, le roi d'Angleterre possédant la moitié de la France à un moment donné, vers 1300, c'était tout l'ouest, des Pyrénées jusqu'à Calais, tout l'ouest, qui était non pas anglais, mais qui appartenait au roi qui par ailleurs était en Angleterre. Et le roi de France continental, lui, avait envie de récupérer ses terres. Et pendant très longtemps, la guerre franco-anglaise, en réalité, n'a été qu'une rivalité entre deux dynasties. À quel moment on peut évoquer l'idée que ce sont non plus des dynasties ou des féodalités, mais des nations qui se font la guerre? Alors ça, c'est fait, l'évolution a été très progressive. Et elle se fait durant la guerre de Cent Ans. Lorsque la guerre de Cent Ans débute, on est dans un conflit typiquement dynastique. Lorsque la guerre de Cent Ans s'achève en 1453 à la bataille de Castillon, on est passé à un conflit national. La victoire de Castillon, le fait que les Anglais soient éliminés, boutés hors de France, comme disait Jeanne d'Arc, c'est effectivement à ce moment-là ressenti dans le pays comme une victoire nationale et pas seulement comme une victoire du roi de France. Alors pendant des siècles, la rivalité entre la France et l'Angleterre a été marquée par des petites batailles aux grands résultats, puis des grandes batailles des fois aux petits résultats. Quels sont les grands noms à retenir? On a à l'esprit bien évidemment Bouvines, Fontenoy. Quels sont si vous aviez à résumer, et c'est ce que je vous demande de faire, les centaines de pages de cet ouvrage, quelles sont les batailles qu'il faut retenir? Oh, je crois qu'on pourrait en retenir 4. Hastings, évidemment, 1066. Là, c'est la conquête de l'Angleterre par les Normands et les Français de l'Ouest, on peut dire. La deuxième qu'il faut retenir, je crois, c'est Bouvines. Parce que Bouvines, c'est le jour où la France peut prendre conscience qu'elle est devenue une grande puissance. C'est la première victoire française contre toute une coalition qui a rassemblé l'empereur d'Allemagne, les seigneurs des Flandres et le roi d'Angleterre. La troisième, c'est la bataille de Castillon que je rappelais il y a un instant parce qu'elle met fin à la guerre de Cent Ans. Fontenoy, par exemple, est peut-être la plus spectaculaire, la plus emblématique, n'a pas rapporté grand-chose parce que Louis XV était un très mauvais diplomate, même si ce n'était pas un mauvais soldat. Et puis il y a Yorktown, 1781, qui donne naissance
aux États-Unis indépendants que nous connaissons. Alors, bien sûr, vous évoquez les victoires françaises de l'Angleterre. Et comme je suis un esprit français, j'ai été regarder les victoires anglaises sur la France. Et je me suis dit peut-être que si ces défaites, elles sont moins nombreuses, elles sont peut-être plus emblématiques, plus spectaculaires. Je pense à la bataille de Crécy, parce que c'est vrai qu'elle marque le début de la guerre de 100 ans, par exemple. Donc on garde à l'esprit cette bataille, ou la noblesse française. Oui, se fait écraser. Se fait écraser à Azincourt aussi, elle se fait également écraser à Poitiers, 3 fois. Trois défaites. C'est d'autant plus marquant que Chateaubriand, racontant qu'il était à la bataille de Waterloo, enfin il n'était pas à la bataille de Waterloo, il est un peu plus loin, il entend le canon de Waterloo adossé à un arbre. Il a écrit ça 20 ans plus tard, donc quand il assiste, quand il est à côté de la bataille, il ne sait pas encore que ça sera une victoire anglaise. Et donc, c'est un petit peu évidemment de la rétroaction sous sa plume. 20 ans plus tard, il dit, est-ce que nous allons assister à un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt? C'est-à-dire que déjà, dès cette époque-là, avant même la conclusion de Waterloo, l'image était que l'Angleterre l'avait beaucoup plus souvent emporté sur la France. Je crois que ça... Avant même Waterloo, ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, les Anglais ont toujours été plus forts, si vous voulez, pour assurer leur communication. Et il y a également, dès ce moment-là, le souvenir de l'empire colonial perdu. La France a perdu l'Inde, la France a perdu le Canada, et c'est une blessure qui donne l'impression que la France, même sous nos rois, a souvent été dominée par l'Angleterre. Est-ce qu'il n'y a pas non plus le sentiment qu'on ne revendique jamais nos victoires? Vous dites un problème de communication, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place Bouvines, ou très peu sûrement, oui, place d'Azincourt, etc. Tout ça, bien évidemment, a disparu. Mais on aurait été capable de faire une place d'Azincourt, en l'occurrence, parce que là, Shakespeare, lui, a fait le travail. C'est-à-dire que dans son Henri V, eh bien, il raconte cette bataille, il raconte l'armée française décimée, la victoire d'Henri V. Ben, c'est un communicant. Oui. Quels sont les grands communicants en face de Shakespeare en France pour narrer les grandes victoires des rois? Alors vous avez raison, il n'y a pas eu de Shakespeare français. Le Shakespeare français, c'est Molière, comme on dit souvent, Molière ne s'est jamais intéressé ni Racine ni Corneille, il préfère s'intéresser aux batailles qui ont eu lieu en Espagne contre les morts qu'aux victoires françaises, vous avez raison. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup joué, c'est que l'Angleterre est restée une monarchie. Donc on revient un peu à votre remarque du début. L'Angleterre est restée une monarchie, donc elle est assez fière de son histoire. L'histoire française aujourd'hui, elle est écrite par des républicains. Les républicains n'aiment pas, les historiens républicains n'aimaient pas raconter que nos rois avaient remporté de nombreuses victoires. Pourquoi n'y a-t-il pas en France, effectivement, de place de Bouvines? Il n'y a même pas une place de Castillon. Cette bataille de Castillon, elle est particulièrement emblématique. Il y a une place de Fontenoy, c'est vrai. Elle met fin à la guerre de 100 ans, elle met fin au Moyen-Âge, elle élimine les Anglais du continent définitivement. Personne ne le sait, sauf ceux qui, tous les ans, je le conseille d'ailleurs à vos éditeurs, s'ils ont l'occasion d'être en Aquitaine au mois de juillet, il y a un magnifique sang et lumière qui commémore la bataille de Castillon. Il n'y a pas de place ou de rue de Castillon en France. Et dans la liste des défaites mémorables de la France, je continue sur celle-ci, pardon. Il y a Waterloo. Alors vous dites de Waterloo, c'est une très belle phrase que j'ai trouvée, c'est un affrontement qui a noyé dans son panache obscurcissant des pans entiers de la réalité historique. Cette réalité historique, quelle est-elle? Parce que Waterloo n'est pas vraiment une victoire anglaise, et Waterloo n'est pas non plus vraiment une défaite française. Alors c'est pas vraiment une victoire anglaise, parce que Wellington, à un moment donné, se croit battu. Il pleure d'ailleurs appuyé à un arbre, et la victoire est largement remportée par l'arrivée du gros des troupes prussiennes que commande le maréchal Blücher, et qui à un moment donné tiennent les 3/4 du front, ce qui permet d'ailleurs aux Anglais de reprendre haleine. Et puis c'est pas non plus une défaite française, parce que les royalistes sont pas là. Napoléon vient de reprendre le pouvoir, on est pendant les 100 jours, il y a une insurrection en Vendée. Il y a beaucoup de résistance dans la vallée du Rhône et dans le sud-ouest de la France. Il y a la garde royale qui est restée fidèle à Louis XVIII et qui évidemment ne combat pas à Waterloo, ni d'un côté ni de l'autre. Non, c'est quelques milliers d'hommes, il n'y aurait pas de quoi. Mais on peut quand même estimer que les troupes que Napoléon était obligé de maintenir en France pour éviter le débordement d'insurrections royalistes, notamment en Bretagne, c'est à peu près 20 000 hommes. S'il avait eu, on ne refait pas l'histoire, mais s'il avait eu ces 20 000 hommes à Waterloo, il aurait gagné la bataille. Ça veut dire que vous qui défendez les Bourbons, eh bien cette bataille de Waterloo, cette défaite de Waterloo, elle est due à l'action des Bourbons, de leur soutien, de Louis XVIII. Vous expliquez d'ailleurs que les informations dont disposent les Anglais sur l'état des troupes et leur positionnement est fournie
par des éléments royalistes. Alors, plusieurs des éléments royalistes français ont effectivement aidé Wellington à vaincre Napoléon. Parce que leur idée, ils n'ont pas le sentiment de trahir la France. Ils défendent la légitimité française en luttant contre Napoléon. Le marquis de la Maisonfort, par exemple, qui était un des proches du comte d'Artois et un des théoricien, si on peut dire, de la Restauration, lui, il est même allé jusqu'à parler de victoire de Waterloo. Et Louis XVIII dit lui-même, nous pouvons saluer nos alliés sans craindre d'être français. Nous restons français. Même si Louis XVIII disait, attention, le sang des Français est toujours celui de mes fils, quel que soit de quelque côté qu'ils viennent. Mais Wellington aussi, de son côté, tenait toujours à préciser qu'il ne faisait pas la guerre à la France, qu'il faisait la guerre pour Louis XVIII, pour la légitimité française, contre Napoléon. Et d'ailleurs, le traité de Paris, qui a été signé après Waterloo, de la part des Anglais, a été quand même relativement généreux, on peut dire ça. Ils nous rendent les îles, par exemple, qu'ils occupaient. C'est-à-dire que, si je comprends bien, les royalistes qui soutiennent Louis XVIII considèrent qu'ils sont la légitimité et que Napoléon, à ce moment-là, Waterloo, c'est un usurpateur. C'est tout à fait ça. Et donc la gare de Waterloo à Londres devrait s'appeler en fait la gare de Waterloo à Berlin, si je puis dire. Oui, Bon. Ça pourrait être le cas. La France et l'Angleterre furent pendant 750 ans, vous l'avez dit, ils furent des ennemis héréditaires. Mais si vous demandez à un Français, sur les 100 dernières années, quel est l'ennemi héréditaire de la France, il ne vous dira pas que c'est l'Angleterre, il vous dira que c'est l'Allemagne. Bien sûr. Comment on en est arrivé là aussi? Alors que l'ennemi héréditaire, l'ennemi naturel de la France, semble-t-il, c'était quand même l'Angleterre, historiquement. Oh, oui, enfin, la France, je dirais, a eu 3 ennemis héréditaires, ou même 3 ennemis. Le premier ennemi le plus consistant, si on peut dire, c'est l'Espagne et l'Empire d'Autriche. Ça, c'est le premier ennemi héréditaire, c'est l'Espagne. Le deuxième devient l'Angleterre. Et puis le troisième, évidemment, c'est l'Allemagne depuis 1870. Donc vous avez cette espèce de jeu de succession, si vous voulez, Espagne, Angleterre, Allemagne. Le problème, c'est de ne pas avoir tous les ennemis héréditaires en même temps. Parce que dans ce cas-là, la France n'existerait plus. Ah, les ennemis héréditaires, on les a quand même gardés parce que vous arrêtez, je comprends bien, c'est quand le lys terrassait la rose. Donc quand le lys disparaît, eh bien, la République apparaît, ça ne vous concerne plus, pour 1000 raisons. Mais pourquoi ne pas avoir prolongé néanmoins votre ouvrage au XXe siècle ou d'avoir jeté un coup d'œil? Parce qu'après Waterloo, les deux nations ne se sont pas retrouvées face à face sur un champ de bataille, c'est vrai, mais les rivalités n'ont pas cessé. Je pense par exemple à la crise de Fashoda, dans la guerre des puissances coloniales. Cette guerre, elle a existé, elle n'a peut-être pas fait de mort directement entre l'Angleterre et la France, néanmoins, elle a fait aussi des morts. Alors, tiens, qu'à revenir un tout petit peu en arrière, mon livre va jusqu'en 1815, et de 1793 à 1815, il y a eu des guerres et des batailles entre la France républicaine puis bonapartiste contre l'Angleterre, et il y a eu des victoires françaises que je mentionne aussi. Pourquoi le lys? Parce que bon, c'est l'aspect le plus emblématique et largement prédominant dans toute cette histoire. Mais je n'oublie pas de mentionner les victoires républicaines quand il y avait. Pourquoi ne pas avoir prolongé jusqu'au XXe siècle? Alors, pourquoi je n'ai pas prolongé au XXe siècle? Parce qu'après 1815, la France et l'Angleterre deviennent des alliés extraordinairement fidèles. Certes, il y a des anicroches, mais c'est un peu comme un couple qui se dispute. Et plus ils se disputent, plus ils restent ensemble. C'est un couple, la France et l'Angleterre, à partir de 1815. Ce sont qui commencent même à réaliser des opérations militaires communes, notamment contre les Turcs, pour libérer la Grèce. Sous Napoléon III, la guerre de Crimée. En 1830, lorsque Charles X décide d'envahir Alger, les Anglais sont pas très contents, mais ils laissent quand même les Français faire la police en Méditerranée. Et il n'y a pas eu d'affrontement depuis 1815. Il y a eu des anicroches. Alors, on en connaît 2, essentiellement. Fashoda. Mais Fashoda, c'est un peu un malentendu. Français et Anglais s'étaient répartis la découverte d'une partie de l'Afrique. À un moment donné, il y a ce territoire, Fashoda, où les Anglais qui font nord-sud, les Français est-ouest. Là, il y a une petite mésentente. Les Français sont arrivés les premiers. Et on décide sur le tapis vert, les gouvernements, de faire partir les Français et de maintenir les Anglais. Ça a été ressenti comme une humiliation, mais on n'a pas tiré de coup de feu. Mais quand vous parlez de couple, il y a quand même la rupture sanglante de Mersel-Kébir. On est en juillet 40. Cette voix de Mersel-Kébir donnera des voix certes minoritaires et certes condamnées aujourd'hui, mais qui diront que l'ennemi héréditaire, c'est l'Angleterre. Alors, il y a 2 épisodes sous la Deuxième Guerre mondiale qui a vu s'affronter la France et l'Angleterre. Mersel-Kébir n'étant d'ailleurs pas le plus prégnant. Je vais expliquer pourquoi. Mersel-Kébir
lorsque le bombardement de Mers-el-Kébir par l'aviation britannique se produit, la France et l'Angleterre sont toujours des alliés. Bien. Simplement, le gouvernement du maréchal Pétain ayant décidé de signer l'armistice, l'Angleterre se demande ce que va devenir la flotte française. Et par sécurité, en quelque sorte, ils essaient d'éliminer la flotte française de Mers-el-Kébir. Mais il n'y a pas eu de combat, les Français n'ont pas riposté. De toute façon, ils ont été pris par surprise. Le général de Gaulle a été extrêmement irrité de cette opération, d'autant qu'il n'avait pas été tenu au courant. C'est un coup de pied de l'âne, Mers-el-Kébir, mais ce n'est pas un affrontement entre la France et l'Angleterre. Et d'ailleurs, de Gaulle a maintenu son alliance avec l'Angleterre malgré Mers-el-Kébir. En revanche, là, le général de Gaulle, 2 ans plus tard, ou un peu plus tard peut-être, vers 1944, il y a un conflit entre la France et l'Angleterre sur le Levant. Le Levant était des territoires contrôlés par la France du fait de la SDN et du traité de Versailles de 1919. Les Anglais, évidemment, qui occupent la Jordanie, l'Égypte, voudraient bien, la France étant vaincue, récupérer ces territoires. Et le général de Gaulle dit non. Le Levant est français, et il restera français, à tel point que, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, d'ailleurs ce n'était pas le sujet du livre, mais quand même, le général français dit « Mais qu'est-ce que je fais si les Anglais veulent quand même prendre possession de force ?» Eh bien, de Gaulle dit « Vous tirez ». Et c'est le moment où on a été le plus proche, de nouveau, de coups de feu entre la France et l'Angleterre, mais ça a été évité de peu, et là, ce sont les Anglais qui ont reculé. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivalité entre la France et l'Angleterre, seulement rugbyistique, et il y a un tunnel qui nous relie. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le Brexit comporte encore un élément de cette rivalité ancestrale entre les deux nations, ou c'est absolument dérisoire de le penser? Alors, la rivalité France-Royaume-Uni continue. Et pas seulement au rugby. Pourtant, on parle de plus en plus français à Londres, on parle de plus en plus anglais à Paris. Oui, bah oui, parce que je crois que Londres est devenue je crois qu'il y a 400 000 Français à Londres, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme ça. C'est pratiquement une des plus grandes villes de France. Ça fallait voir les matchs de rugby à Londres. Voilà, vous êtes avec les Français, c'est beaucoup plus agréable, ils sont plus nombreux qu'en France. Beaucoup de Français se sont effectivement exportés à Londres. Non, la rivalité continue de manière plutôt bon enfant, mais quelquefois un petit peu tendue. Rappelez-vous, dans les années 60, le débat sur l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, auquel le général de Gaulle s'est opposé. Il était d'ailleurs visionnaire, parce que le général de Gaulle ne s'opposait pas à l'entrée du Royaume-Uni. Il reprochait au Royaume-Uni de vouloir rentrer dans l'Union européenne, qui s'appelait à l'époque le marché commun, à ses conditions à elle, pour en tirer des intérêts uniquement pour elle. Et donc il avait dit, l'Angleterre, je la veux bien, mais à condition qu'elle respecte les règles du marché commun, conditions qui n'étaient pas réunies à l'époque. Et d'ailleurs, vous avez raison de signaler le Brexit, l'Angleterre, dans l'Union européenne, n'a fait que pourrir l'Union européenne. Elle n'a pas voulu accepter la politique monétaire, elle a toujours cherché à récupérer son argent, comme disait Margaret Thatcher, je veux récupérer mon argent, elle n'a pas compris que la solidarité européenne fait qu'il est normal que les riches payent pour les pauvres, et aujourd'hui l'Angleterre s'en va, elle n'a jamais vraiment joué le jeu européen, et le Brexit finalement est une logique, quelque chose qui rentre dans la logique de la politique anglaise depuis au moins une cinquantaine d'années. Vous regardez, et je reviens pour conclure sur cet ouvrage, quand le lys terrassait la rose, quand vous regardez les monarchies anglaises qui se sont succédées, les monarchies françaises, que vous voyez des batailles, on parlait de Crécy, on parlait d'Azincourt, on parlait de Poitiers, où la noblesse française est décimée à chaque fois, est-ce que vous vous dites au final, le monarchiste que vous êtes, que cette monarchie française, elle a été en tout point supérieure à la monarchie anglaise? Oh, c'est difficile de mettre une hiérarchie de valeurs entre la monarchie française et la monarchie anglaise. Mais pendant très longtemps... Elle n'a pas gagné deux fois plus. Non, voilà. Oui, elle a gagné beaucoup plus de batailles que l'Angleterre. Mais en revanche, elle a subi beaucoup de défaites diplomatiques. Je rappelais tout à l'heure la perte de l'Inde et surtout la perte du Canada, que rien ne justifiait sur le plan militaire. On pourrait même rajouter ça qu'en 1760, la dernière bataille qui oppose les Français aux Anglais au Canada, c'est une victoire française. Simplement, Louis XV, Madame de Pompadour, son entourage, Voltaire, étaient terriblement hostiles aux colonies. Et puis, toute dernière question, est-ce que cet ouvrage, c'est pas non plus aussi, quand même, derrière tout cela, l'idée que la France, c'est un grand pays, elle a sa grandeur, sa force, et qu'il est bon quelquefois de le rappeler dans ce sentiment de déclinisme qui voudrait que la France n'ait pas tenu son rang dans son histoire?
Oh ben vous avez merveilleusement résumé un des principaux objectifs de ce livre, oui, bien sûr. C'est rappeler que la France a été une grande nation et mérite de l'être encore. Et que ce qu'on appelle en anglais le French bashing, cette espèce d'auto-flagellation française, ça serait bien qu'on arrive à y mettre un peu fin, oui. Eh bien, écoutez, raison de plus de lire Quand le lys terrassait la rose. Merci, Daniel de Montplaisir. Merci à vous.